Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer notre présentation sur l'évolution des systèmes quantiques en faisant donc, comme nous l'avions dit, un retour en arrière vers la physique classique pour présenter la théorie de Lagrange et Hamilton de la mécanique. Alors, je vais vous présenter les grandes lignes sans grand détail de calcul. L'important, c'est de voir le type de construction que l'on obtient. Alors, on a un système physique quelconque, et on va le décrire avec un ensemble de grandeurs, des coordonnées, Q1 jusqu'à QF, qu'on peut noter collectivement QI, et qui sont appelées coordonnées généralisées. Alors, imaginez par exemple un système avec des poulies, des engrenages, des manivelles, et on va donner des variables qui va dire, ben voilà, tel engrenage est à telle position, une autre variable qui va dire, mais cette poulie-là est à telle position, etc., etc. Ou si on a un ensemble de particules, ces coordonnées vont être, par exemple, les positions de chacune des particules. Et cet ensemble est choisi de manière à être complet, c'est-à-dire que le système est entièrement décrit par ces coordonnées généralisées, et elles ne sont pas surabondantes. Donc on a exactement le nombre de coordonnées qu'il faut. Elles sont indépendantes les unes des autres. On définit les vitesses généralisées, QI avec un petit point au-dessus, noté Q dot I, et qui sont simplement les variations de QI avec le temps. Ce sont les vitesses généralisées, et bien sûr on a le temps. Alors on définit une fonction appelée Lagrangien, qui vient du nom du physicien Lagrange, qui est une fonction des QI, des Q dot I, et éventuellement explicitement du temps. À partir de ça, on définit une action, l'action I égale l'intégrale de T1 à T2 de L dt. Alors, précisons cela, le système, donc on a dans l'ensemble des variables, des coordonnées généralisées, forme un espace multidimensionnel, à F dimensions. L'état du système va être représenté par un point, donc Q1, Q2, etc., avec d'autres dimensions, et un point va correspondre à un ensemble de variables QI qui représente l'état du système. Il a dans un certain état en T1, à l'instant T1, et va se retrouver dans un autre état à l'instant T2. Et il va suivre une évolution dans l'espace de toutes les coordonnées possibles. Il va suivre une évolution pour passer de l'état T1 à l'état T2. Et l'action est calculée le long de cette courbe. La théorie de Lagrange dit que pour une trajectoire physique, l'action est extrémale, c'est-à-dire maximale ou minimale, on va dire maximale. Donc l'action est maximale le long de cette courbe. Donc si on a un autre chemin pour aller de T1 à T2, l'action calculée le long de ces chemins sera plus petite. Donc on a un extréma pour la trajectoire physique. Alors, ça semble étonnant qu'on puisse définir un système comme ça, mais il y a une base physique derrière, la mécanique classique, et permet de facilement montrer comment construire un Lagrangien de façon à avoir ceci, c'est-à-dire de façon à avoir une action qui est extrémale le long du chemin. En général, la fonction de Lagrange, le Lagrangien, prend la forme de énergie cinétique du système moins l'énergie potentielle du système. Il y a des exceptions, mais
c'est généralement sous cette forme. Alors, on peut calculer l'équation d'évolution qui donne cette courbe. Et on trouve d sur dt, donc la variation le long de la trajectoire, de la variation de L avec QI, moins la variation de L avec Q dot I est égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Lagrange, ou les équations de Lagrange, puisqu'il y a une équation pour chaque I allant de 1 à F. Une équation qui décrit totalement l'évolution du système. Ensuite est arrivé Hamilton. Alors, Hamilton a défini un moment conjugué dit canonique, qui est donné simplement par PI égale la variation de L avec Q dot I. Simplement ce terme-là d'ailleurs. C'est la généralisation de l'impulsion. Pour une seule particule, P n'est autre que l'impulsion. Pour un ensemble de particules indépendantes, chaque PI est l'impulsion correspondant à la particule I. Pour des systèmes plus complexes, évidemment, ça peut prendre une forme plus complexe. On définit alors une fonction de Hamilton ou hamiltonien des QI, PI, T. Alors, pour y arriver, il doit y avoir une condition technique que je ne décris pas ici, égale à somme des PI fois Q dot I moins L. On peut alors essayer de trouver à nouveau les équations correspondantes. Notons que l'hamiltonien correspond en général à T plus V, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'hamiltonien correspond en fait en général à l'énergie totale du système. Et en cherchant les équations, on trouve simplement que Q dot I, c'est la variation de H avec PI, et P dot I égale moins la variation de H avec QI. Alors, le grand avantage des équations hamiltoniennes, c'est qu'elles sont souvent plus simples à résoudre que les équations de Lagrange. Pour une raison technique, elles sont dites du premier degré. Ce sont des équations différentielles dites du premier degré, alors que les équations de Lagrange sont des équations du second degré. Les équations du premier degré sont presque toujours beaucoup plus faciles à résoudre. Ces outils de la mécanique classique sont très utilisés et très puissants. Pour des systèmes complexes, il est beaucoup plus facile d'utiliser ces techniques-là que les lois de Newton, par exemple. Les lois de Newton sont très simples, mais avec des systèmes complexes, ça donne souvent des équations absolument imbuvables, tandis que cette approche est souvent beaucoup plus facile. Alors, si on a une grandeur quelconque, disons une fonction f de QI, Q dot I, et du temps. Donc une grandeur f qui décrit le système, une certaine propriété du système. Alors, on montre que la variation de f au cours du temps, le long d'une trajectoire, c'est rien d'autre que la variation explicite de f avec le temps, plus crochet FH. Alors, ça s'appelle un crochet de poisson. Je ne donne pas la définition exacte, pas très compliqué, mais je ne vais pas donner la définition exacte, ce n'est pas nécessaire, mais l'évolution d'une grandeur quelconque peut être décrite avec
ce crochet de poisson et la variation explicite au cours avec le temps. Et donc on peut ainsi décrire toute grandeur. Alors, ici, c'est quelque chose de frappant. Je vous ai dit l'équation de Heisenberg d'évolution. Vous vous rappelez, la variation d'un opérateur avec le temps égale sa variation explicite, plus le commutateur de l'opérateur et de l'hamiltonien. Que c'est une équation importante. Et effectivement, on constate qu'elle ressemble très fort à cette relation, à cette équation. Donc, il est tentant de dire que pour passer au système quantique, il faut remplacer les crochets de poisson AB par 1 sur IH bar, commutateur de AB. Effectivement, quand on creuse un peu, on remarque que les crochets de poisson entre les coordonnées généralisées et les impulsions, les moments conjugués, obéissent aux mêmes lois, à ceci près bien sûr, ou à IH bar, aux mêmes lois que les commutateurs entre les positions et les impulsions. On remarque aussi que l'algèbre des commutateurs est la même que celle des crochets de poisson. Par exemple, le crochet de poisson de A et de B, deux grandeurs quelconques, est égal à moins le crochet de poisson de B et de A. Et c'est vrai aussi pour les commutateurs. Et il y a toute une série d'autres relations qui définissent toute l'algèbre des crochets de poisson. Elle est identique à l'algèbre des commutateurs. Ceci incite à dire que c'est la bonne manière de faire. Et pour des systèmes classiques, pour des systèmes quantiques que nous avons déjà vus, cette façon de faire fonctionne. Donc, la recette générale pour quantifier un système, c'est de dire, prenons un système, considérons-le d'abord avec les lois de la physique classique. Décrivons le système comme si c'était un système classique. Écrivons ses coordonnées, ses moments conjugués, ses impulsions. Calculons l'hamiltonien, les équations hamiltoniennes. Et une fois qu'on a fait ça, on va quantifier, appliquer la recette. Donc on dit toutes les grandeurs qui ici en physique classique sont de simples nombres, coordonnées, impulsion, hamiltonien, grandeur quelconque, deviennent des opérateurs. Donc ce ne sont plus de simples nombres, mais des opérateurs tels que nous les avons vus, qui agissent sur les états quantiques des systèmes. Et remplaçons les crochets de poisson par des commutateurs avec 1 sur IH bar. Et ça marche très bien. Ça fonctionne parfaitement. C'est une technique très employée. Et notons que, en réalité, il n'y a pas de manière unique de quantifier un système, de trouver ses équations. On peut toujours ajouter des termes à l'hamiltonien qui tendent vers zéro lorsqu'on passe à la limite classique. Dans ce cas-là, la limite classique sera toujours la même. Ces termes supplémentaires disparaissant quand on prend la limite. Donc il y a une infinité d'hamiltoniens quantiques possibles qui remplacerait l'hamiltonien classique. Cette recette, c'est celle qui donne la quantification la plus simple. Celle qui donne la situation, l'hamiltonien, le plus simple possible. Il peut y avoir des choses qui sont purement quantiques, qui n'ont pas de manifestation à l'échelle classique et dans la physique classique, et qui pourraient être ratées par cette procédure. Effectivement, il y en a. Par exemple, si on prend une particule chargée électriquement dans un champ électromagnétique imposé de l'extérieur, et on va quantifier le mouvement de cette particule chargée en utilisant la procédure que l'on vient de voir. Ça marche très bien, mais il manque un terme.
il manque un terme appelé le spin. C'est quelque chose que nous verrons bientôt. Le spin des particules. Quelque chose de très particulier. Qui n'a pas d'équivalent classique. Ou, pesant en faux, il y a une relation avec le moment angulaire. Mais l'aspect quantique du spin est tout à fait particulier. On ne peut pas le retrouver comme ça. Donc il a été étudié directement à partir des propriétés physiques des particules manifestant le spin et en amendant les équations, c'est-à-dire en les complétant, en les améliorant, nous verrons d'ailleurs ce genre de choses. Voilà. Vous avez vu la mécanique matricielle, l'équation d'évolution, la recette pour quantifier un système. Maintenant, on va essayer de passer à un cas concret. Et alors, un cas que vous connaissez bien, l'oscillateur harmonique. Donc, dans la prochaine vidéo, nous appliquerons la théorie matricielle à l'oscillateur harmonique. Je vous remercie.